Puerto Plata, Punta Cana, des noms qui évoquent le sable chaud, l'eau turquoise, les cocotiers. Les vacanciers fuyant l'hiver aiment venir entretenir leur bronzage en République dominicaine, une des destinations à la mode. Savent-ils que le premier voyageur européen, Christophe Colomb, est arrivé il y a plus de 500 ans sur la plage d'Isabela? Christophe Colomb est important pour toute l'humanité. Quand il est arrivé le 12 octobre 1492 sur la terre américaine. Puis, il a foulé de ses pieds un 5 décembre 1492 l'île de Saint-Domingue. La statue de Christophe Colomb domine la place principale de Santo Domingo, la capitale. Le touriste curieux oubliera les plages pour venir découvrir les monuments construits par les colonisateurs ou pour flâner dans les ruelles fleuries. Il poussera les portes pour pénétrer dans les patios. Il empruntera la première rue pavée des Amériques, la Calle Las Damas, vers une des plus belles demeures de la ville. En 1492, la population qui occupait Hispaniola, la petite Espagne, accueille d'abord pacifiquement les navires européens. Elle constituait la plus ancienne civilisation des Caraïbes, mais l'arrivée des premiers hommes blancs leur fut fatale. Les premiers conquistadores découvrent le tabac consommé par les taïnos. Ils utilisent ses vertus pour soigner les blessures des flèches, mais c'est surtout une plante destinée aux rituels religieux. L'inhalation des fumées permet des rêves prémonitoires et c'est un facteur indissociable des festivités. La taille de ces graines de tabac, comme vous pouvez le voir, est très petite, ce qui rend la plantation directement dans les champs difficiles. On peut remarquer que dans 2 grammes, il y a environ 10 000 graines. On met donc les graines sur un plateau avec un substrat fertilisé. On utilise cette technique pour que les graines germent. On attend un peu que le plant ait la taille idéale pour le transplanter un par un sur ces plateaux. Ce sont des plants qui ont environ 30 jours. On peut les transporter dans le champ afin de les repiquer. Il est important de souligner qu'ici, les conditions climatiques sont semi-contrôlées. C'est-à-dire qu'avec ces serres, nous n'avons pas d'influence de la pluie et nous contrôlons l'irrigation et la fertilisation. Nous avons aussi un contrôle très strict des fléaux et des maladies. À maturité, les feuilles sont récoltées, puis mises à sécher avant de rejoindre la fabrique. La République dominicaine n'est pas que plage. Au centre de l'île, le Pico Duarte se hisse à plus de 3000 mètres. Constanza, entourée de montagnes, est restée longtemps isolée. Son climat tempéré permet pourtant d'acclimater des légumes et des fleurs que nous cultivons dans nos jardins. La pomme de terre, originaire de la cordillère des Andes, du Pérou, a trouvé ici une terre d'accueil. Constanza a commencé à se développer du point de vue agricole dans les années 50, avec l'arrivée des émigrants espagnols, japonais et hongrois. À partir de là, tout a été positif. Et Constanza a été le garde-manger de la République dominicaine en légumes. Nous pouvons les planter toute l'année. Nous pouvons dire que nous avons une température moyenne de près de 15 degrés. Nous avons en été 12 heures de lumière et en hiver 10. Cela nous permet de semer n'importe quel produit à n'importe quel moment de l'année. Actuellement, nous avons une gamme de plus de 40 produits. Produits exotiques, arbres fruitiers introduits par les Japonais et les Espagnols,
À part ça, pour ce qui est des cultures mineures, nous avons du brocoli, des choux-fleurs, du chou, des fraises, de l'ail, des pommes de terre, de l'oignon, grâce aux conditions climatiques. Au-dessus de Constanza, au détour d'un virage, des serres apparaissent. Des roses attendent d'être coupées et préparées pour l'expédition. Ici, nous cultivons surtout des roses, des lys et des gerberas, des aromcalas et d'autres feuillages comme l'eucalyptus, le romarin et le ruscus. Cette propriété compte environ 80 personnes qui travaillent tous les jours et une dizaine qui dépendent indirectement d'ici. Elle est située géographiquement ici pour le climat qu'on a. Pour nous, il est plus facile d'adapter la plante au climat que le climat à la plante. Bizarrerie de la mondialisation, ces plants de gerbera sont semés en Hollande. Quelques heures d'avion, de route et de piste pour venir grandir ici avant de faire le voyage retour vers l'Europe. Est-ce raisonnable ? Nous avons semé là-bas sur 2 mètres, une combinaison de sol mélangé avec du compost de cocotier. Le sol fournit toute la nourriture, tous les minéraux que nous donne la nature. Avec le cocotier, sur la partie superficielle, nous apportons les fertilisants pour qu'il y ait plus d'espace et pour maintenir une humidité correcte au niveau des racines. Parmi tous les travaux que l'on fait pour ces cultures, ce qui compte le plus, c'est la coupe et le désherbage. C'est ce que fait la dame là-bas, qui consiste à ôter les feuilles les plus vieilles pour que la plante ait une meilleure photosynthèse. En même temps, on ôte les tiges non utiles. Elles nous servent de bouture. En supprimant tout de suite les vieilles feuilles, nous évitons les fléaux et les maladies de la plante. Pour rejoindre Jarabacoa, on préférera la piste à la route moderne. Les ornières et les trous secouent un peu, beaucoup, mais les paysages traversés méritent l'éventuel mal de dos. Blotti au cœur des montagnes, Jarabacoa est le lieu de villégiature préféré des riches dominicains. Ils viennent se ressourcer dans un climat tempéré et profiter des nombreux torrents et rivières. L'activité touristique n'est pas la seule, l'agriculture tient une part importante. En 2002, le gouvernement a développé un projet ambitieux de culture sous serre. Le climat et l'altitude propices ont permis à Jarabacoa d'être l'un des sites retenus. Cette structure, comme vous le voyez, est hermétiquement fermée. On a sur le toit un plastique et sur le côté un filet anti-insectes qui isole les cultures des insectes. Pour pouvoir entrer, vous vous êtes rendu compte que nous avons des mesures pour éviter que n'importe qui entre. Il faut au préalable se désinfecter les mains et les pieds, ne pas venir d'autres lieux de culture en plein champ ou d'une serre qui pourrait être contaminée. Tout ce qui entre ici, c'est nous qui l'apportons, car ici, c'est complètement fermé. Nous prenons ces mesures pour éviter la contamination des insectes et les maladies dans cette serre. On a développé cette serre avec du substrat de cendre de cocotier. C'est avec ça qu'on a commencé. On a eu de très bons résultats, donc on l'utilise encore, car il est très bien. Cette production est en majorité destinée à l'exportation. On travaille pour exporter environ 70 à 80% de la production aux USA et à Puerto Rico. Le café, originaire de la Corne de l'Afrique et de l'Arabie, s'est parfaitement adapté dans les îles hautes des Caraïbes, car il lui faut fraîcheur nocturne et humidité. Nous faisons une cueillette manuelle avec une équipe qui sélectionne les grains en séparant les grains mûrs des verts. Ensuite, on les met dans des sacs et on les transporte en camion ici, où nous faisons du café écologique.
Le processus commence par dépulper les grains, les laver, les trier et on les met dans des séchoirs. On les met sur des surfaces bien propres, dans des séchoirs ou des tunnels, où ils restent pendant une période de 6 à 7 jours pour perdre l'humidité et être secs. On les remue 15 à 16 fois par jour. Lorsque la bonne humidité est atteinte, entre 10 à 12%, on les décortique. On le fait dans un moulin ou guardiola, une machine réglée pour enlever la coque. On passe au tri d'abord par la dimension, puis le poids et enfin la couleur. Comme les machines ne sont pas parfaites, il reste des impuretés. Et on fait un tri manuel. On met le café dans des sacs de 60 kg. Ils sont prêts pour l'exportation ou la torréfaction. Pour la torréfaction, on met le café dans le grilloir qui torréfie en 12 à 15 minutes les 60 kg, entre 232 et 235 degrés. Ensuite, on a une période de repos de 48 heures pour les refroidir un peu. Puis, les grains vont être moulus. Il y aura une nouvelle période de 46 à 48 heures pour l'acidification avant la mise en sachet. Nous sommes exportateurs de café vert et de café torréfié. Nous achetons 8 à 10 000 quintaux à d'autres producteurs et nous produisons nous-mêmes 15 à 20 000 quintaux. Sur la route qui mène à Santiago, les vendeurs de fruits alignent leurs échoppes. Des fruits qui proviennent peut-être des vergers de Sylvain. Ici au moins on a la tranquillité, de la bonne terre, absolument tout type de fleurs, d'arbres fruitiers qui poussent, quasiment pas de plaie à part l'herbe, qui est un véritable cauchemar, à cause justement de ce milieu tropical et des pluies. Et bon an mal an, on a l'espérance de voir pousser ce qu'on a planté, que ce soit des arbres fruitiers ou pas. Donc ça par exemple c'est des bougainvilliers, les bougainvilliers ça c'est par bouture, on coupe, ça pousse. Les crotons c'est pareil, au bout de 2 mois on est sûr si la technique est bonne ou la technique n'est pas bonne. Quand il n'y a rien qui pousse, on prend le même sac plein de terre et on replante quelque chose et au bout de 2 mois, si ça ne repousse pas non plus, c'est que la méthode n'est pas bonne. En République dominicaine, les gens, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont de classe humble et qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils aiment bien faire un petit jardin autour de leur patio où ils peuvent donc s'asseoir à discuter et quelle que soit la maison d'un Dominicain pauvre, il va toujours acheter 2 ou 3 fleurs à Noël ou 2 ou 3 fleurs dans l'année, au cours de l'année, pour pouvoir embellir en fait sa maison. Puerto Plata, l'un des centres touristiques du pays. La vue sur l'océan Atlantique depuis le jardin Isabella est magnifique. Les touristes s'y aventurent, mais ce sont surtout les Dominicains qui apprécient la montée en téléphérique et la promenade dans la forêt tropicale. C'est nous qui avons créé ce jardin. Il y a environ 6 ans que nous sommes là. Nous sommes 11 jardiniers qui nous occupons de l'entretien quotidien des différentes plantes, comme les noix de coco, les amandes, les différents types de palmiers, de nombreuses espèces, beaucoup de crotons et de fleurs. Avec les plantes, on a beaucoup de petits problèmes, mais on les résout facilement. Il y a la cochenille, beaucoup. On résout le problème par fumigation. On met de l'engrais aux plantes quand on sent qu'elles souffrent. 2 routes relient Puerto Plata à Santiago. On préférera la route ancienne, dite touristique, pour avoir le plaisir de discuter avec le vendeur de fruits et d'orchidées. Voilà. Carlos semble particulièrement apprécier la pulpe de coco bien frais.
ingrédient essentiel de la recette proposée par le chef de l'hôtel Grand Oasis Marine à Puerto Plata. Nous allons vous présenter un plat assez typique qui nous a été apporté par les premiers habitants de l'île Santo Aquelco. Quand ils arrivèrent dans notre pays, ils ne trouvèrent rien à manger. Ce qu'ils ont trouvé, c'est des quantités de noix de coco et pas mal de poissons, qui étaient abondants à cette époque. C'est pourquoi ils ont trouvé une manière astucieuse de les préparer. On prend un filet de poisson, on l'assaisonne en lui mettant juste un peu de sel, on met un peu d'huile, un peu d'ail et un peu de lait de coco. On le passe dans la farine et on le laisse un petit moment. On prend des œufs, on les casse et on les bat. Et on y ajoute un peu de lait de coco. Et on passe le poisson dans ce mélange. On le passe dans la noix de coco et on le met dans l'huile chaude quelques minutes. On le laisse environ 5 minutes. On le retourne. Et il est prêt. La deuxième étape de notre poisson traditionnel que nous allons faire maintenant, c'est la sauce. C'est ce qui donne au plat son authenticité et son goût. On met juste un peu d'huile dans la poêle, un peu d'ail, l'oignon en une seule fois, et les poivrons à la fin pour qu'ils gardent leur couleur. On ajoute un peu de purée de tomates et ensuite notre lait de coco. Et on le retire du feu. On le remet un petit moment sur le feu. Et voilà notre délicieuse sauce au lait de coco, très facile à faire. Nous allons préparer notre assiette d'une façon très rapide et simple. Nous mettons notre poisson sur l'assiette. Nous lui ajoutons quelques tiges ou feuilles de manioc. Quelques légumes pour donner de la couleur. Et en dernier, nous ajoutons la sauce. Filet de mérou au lait de coco. Un peu d'exercice s'impose après cette recette énergétique. Pas question de passer son temps à bronzer au bord de l'eau. Courage, direction la plantation tropicale. Nous sommes ici au kilomètre 23 de la route touristique, à 20 km de la ville de Puerto Plata. Ce projet écotouristique, c'est comme cela que nous l'appelons, car c'est du tourisme écologique à environ 6-7 ans de fonctionnement. Nous avons plusieurs variétés de fleurs, d'arbres fruitiers, comme les caramboles, les avocats, les citrons et d'autres variétés d'agrumes. Nous avons le célèbre higuero, une calebasse que les indigènes utilisaient pour transporter de l'eau, mais aussi comme récipient pour la nourriture. La partie intérieure a des vertus médicinales. Avec l'extérieur, on fait des lampes pour la décoration des maisons. C'est un higuera, une sorte de calebasse. C'est du cacao. C'est amer. On peut le sucer. Quand il sèche, il donne le chocolat. C'est une châtaigne. On l'épluche, on l'ouvre, on enlève l'écorce et on peut la cuire dans l'eau avec du sel. Quand elle est bien tendre, on peut la manger crue. Ça, c'est l'arbre à pain. Pain de massa, là-haut. Nous avons 4 ouvriers dans la plantation. Je suis le chef jardinier. Il y a 175 hectares et on va encore en ajouter.
jardiniers rêvent d'avoir ces héliconias dans leur jardin. C'est possible sur la Côte d'Azur, en pleine terre, mais ailleurs, vous pouvez les mettre en pot et les rentrer au chaud l'hiver. Avant de quitter l'île, une dernière visite au jardin botanique de Santo Domingo s'impose. Le jardin botanique national est divisé en 12 ou 13 grandes zones. Ça, c'est le jardin japonais. Là-haut, il y a la maison du thé où l'on sert du thé. Cette zone, on l'utilise pour différentes activités sociales. Des mariages, des anniversaires et autres fêtes. C'est ce qu'on pourrait appeler un poumon, et peut-être le premier poumon de la République dominicaine. Des étudiants nous rendent visite, aussi bien des écoles primaires, secondaires que des universités. Comme cette île a des altitudes très variées, de 44 mètres au-dessous du niveau de la mer au lac Enriquillo, à 3100 mètres au pic Duarte, la corniche des Antilles, son point le plus élevé. Il y a donc une variation énorme d'ambiance et on a une flore très riche. Un dernier conseil, lors de votre séjour, venez admirer les orchidées et les broméliacées du Jardin botanique national, car ce serait dommage de profiter des plages superbes en oubliant les autres richesses naturelles de la République dominicaine.